Salam alaikum, Azul, bonsoir. En l'absence du chef de l'État algérien, c'est à son portrait que l'on s'adresse pour lui adresser hommage et soutien. Dans un contexte de limogeage en série dans la hiérarchie militaire et policière de l'État. Affaibli par les séquelles d'un accident vasculaire cérébral en 2013, le président algérien a quitté Alger le 27 août pour des contrôles médicaux périodiques en Suisse. Les détails sur la durée du séjour ou le nom de l'hôpital n'ont pas été communiqués. Cette nouvelle arrive dans un contexte très douloureux, moment crucial dans la vie du citoyen algérien, un citoyen qui se trouve assiégé par d'innombrables affaires, scandales, maladies, désespoir, insécurité, instabilité, et j'en passe. Jamel Zenati, militant politique, qui écrivait sur sa page Facebook, pas plus tard qu'hier, un nouveau scandale viendra vite clore l'épisode du choléra. Mais le choléra ne disparaîtra pas pour autant. Il continuera de sévir dans le silence et en toute impunité, car dissimulé par autre chose de plus récent, de plus abject et de plus frais. Personne ne parle plus de la planche à billets. Pourtant, elle tourne à merveille. Et l'on est de même de la corruption, de la cocaïne, de la répression, de la hogra et du reste. Ainsi, la presse algérienne, unanime dans sa déclaration, je cite, « Le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a quitté Alger lundi à destination de Genève afin d'effectuer des contrôles médicaux périodiques », annonce la présidence de la République dans un communiqué diffusé via l'agence officielle, la PS. Pour des contrôles périodiques, dites-vous, ce n'est donc pas la première fois que notre cher président s'envole en Suisse ou en France pour ces contrôles. Notre président, qui, avec son entourage, nous loue sans cesse les réalisations et injazat de Fakhamatouhou, n'ont toujours pas confiance dans les hôpitaux de son pays, ne fait pas confiance aux médecins algériens. A-t-il peur du choléra, tout à l'image du Wali de Blida? Bouteflika sait-il qu'à chaque fois qu'il prend son avion en destination de ses cliniques, outre-mer, lance un message simple, facile et clair aux Algériens? Ne faites pas confiance à nos hôpitaux, ne faites pas confiance à notre système de santé, ne faites pas confiance à nos médecins. Attention, ce régime veut votre mort. Attention, ce régime menace votre vie, votre santé, votre stabilité. Monsieur le Président, ayez le courage et dites-le. Dites-le clairement à votre peuple. Chère populace, l'Occident me soutient. L'élite n'a pas intérêt à me déranger dans mon sommet. Pas encore profond, mais apaisé. Mon alacrité séduit les dirigeants du monde entier. Monsieur Bouteflika, l'Algérien que je suis vous pose quelques questions. Êtes-vous en Suisse ou à Grenoble en ce moment? Parce que les Algériens se posent la question. Parce que le peuple, lui, ne sait rien de vous, justement, ni de votre état de santé. Il est le premier concerné, non? Ouelou, aucune information. Êtes-vous au courant, Monsieur le Président, du choléra en Algérie? Êtes-vous au courant de limogeage au sein de l'armée? Êtes-vous au courant de la guerre clanique autour de votre succession? Monsieur Bouteflika, partout dans le monde, quand un malheur frappe une nation, la coutume veut que son président interrompe son séjour à l'étranger et rejoigne tout de suite son peuple, son pays, sa patrie. Êtes-vous conscient de cela, Monsieur Bouteflika, vous qui avez pris l'avion hier pour vous soigner à Genève et laisser votre peuple en panique, en désarroi?
se cherchant un lit pour leurs enfants dans des hôpitaux globalement désertés par les médecins que vous avez tant de fois et sans scrupule ordonné de passer à tabac, des hôpitaux en manque de moyens. Visiblement, la continuité vous donne les ailes, Monsieur le Président, la continuité dans la gouvernance, mais surtout dans la médiocrité, devenue monnaie nationale, malheureusement. Monsieur Bouteflika, vous avez échoué, eh oui, vous avez échoué à établir un État des institutions, un État de droit. Vous avez échoué à instaurer la démocratie. Vous avez échoué à redonner al-karama aux citoyens algériens, comme vous disiez. Vous avez échoué à éradiquer la corruption. Vous avez échoué à éradiquer le terrorisme. Vous avez échoué à réaliser une autoroute digne de son nom. Vous avez échoué à faire aimer aux Algériens leur patrie. Vous avez échoué à construire des hôpitaux et un système de santé. Vous avez échoué à produire dans un pays qui fait 5 fois la France. Vous avez réussi à donner l'Algérie aux forces occultes et opaques. Vous avez réussi à faire de nous la risée. Vous avez réussi à devenir l'otage des inconnus qui prennent des décisions et signent des décrets en votre nom. Monsieur Bouteflika, vous et ceux qui sont derrière vous, nous vous disons une seule chose, Allah yashafikoum et Allah yashafi l'Algérie. Monsieur Bouteflika, faites en sorte que votre mort ne soit pas votre ultime échec. Aujourd'hui. Jeune Afrique, Algérie, Abdelaziz Bouteflika à Genève pour des contrôles médicaux périodiques. Par la rédaction. Spoutnik. L'armée algérienne à nouveau dans le viseur du président Bouteflika. Par la rédaction. Le Monde. Le président algérien Bouteflika en Suisse pour des contrôles médicaux périodiques. Par Le Monde. Bouteflika à Genève dans un contexte pétrifiant. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir ici sur le plateau, sur ma droite, Hassan Hirash, docteur en sciences économiques. Monsieur Hirash, bonsoir. Bonsoir Hossein, bonsoir Rachid, bonsoir Zoubida Soul. Bonsoir. Que nous aurons au téléphone. C'est toujours un plaisir de la voir parce qu'elle a une vision pertinente de la situation algérienne. Merci, M. Hirash. Sur ma gauche, M. Rachid Denkez, donc président du MJC. Rachid Denkez, مرحبا بك. الله يسلمك. السلام عليكم. أزول الفلوين سي حسين قاسمي وشكرا على الدعوة. Et c'est toujours un plaisir de revoir le docteur Si Hassan Hirash. بارك الله فيك. Merci à vous tous. Et on aura avec nous aussi Zoubida Assoul, présidente de l'UCP, Union pour le changement et le progrès, avocate aussi. Madame Assoul, bonsoir. Bonsoir, Cheikh Hossein. Bonsoir à vos invités qui sont sur le plateau. Merci. Alors, sans tarder, Hassan Hirash, Bouteflika absent, choléra présent. Je crois que vous avez fait un éditorial là qui résume totalement la situation. Nous sommes effectivement dans une situation complètement maladive dans tous les sens du terme. Maladive parce que l'Algérien n'est pas informé, il est pris au dépourvu pour toutes les actions de l'État. Là, on nous annonce effectivement que le chef de l'État, Abdelaziz Bouteflika, s'en va pour des soins, dit-on à Genève. En réalité, Hossein Gasmi, on ne sait pas vraiment si c'est pour se soigner ou pour l'éloigner du centre de pouvoir. Parce qu'on ne sait pas aujourd'hui en Algérie qui gouverne, qui dirige, qui prend les grandes décisions, qui limoge, qui recrute, qui place, ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est l'opacité totale. Donc, dans ce climat, effectivement, on a l'habitude qu'un chef d'État à l'étranger, comme vous l'avez si bien dit, quand il se passe des choses graves dans son pays, il rentre de l'étranger. Et là, on assiste à l'inverse. On assiste au contraire au départ du chef de l'État vers l'étranger, d'autant plus que, nous dit-on officiellement, qu'il s'agit de soins routiniers. Périodiques. Qu'il n'y a pas, voilà, donc qu'il n'y a pas d'urgence absolue. Pourquoi ne pas le faire donc à Alger, vous voulez dire? Non, je veux dire tout simplement que
cela veut dire que le président Bouteflika ne compte pas pour grand-chose dans les décisions qui se prennent. Ça veut dire que quelque part derrière lui, on ne sait malheureusement pas qui, décide, ou peut-être qu'il y a un certain nombre de centres de décision qui chacun prend des initiatives sur tel ou tel domaine. Ce que l'on sait depuis toujours, depuis en tout cas les 20 dernières années, que le pouvoir algérien a un pouvoir multicéphale et qu'il y a des lobbies, lobby chinois, lobby américain, lobby français, lobby turc, lobby saoudien. On l'a vu à plusieurs reprises. Et donc, on ne sait pas trop qui influence qui, à quel moment, sur quel sujet. En tout cas, l'Algérie est en danger. Je répète ce que j'ai dit la dernière fois. On assiste à une situation qui s'apparente à celle du Venezuela. Nous avons à peu près le même système. Deux pays qui vivent du pétrole, du gaz, une monnaie... Et par rapport au contexte actuel aussi? Absolument. Une monnaie totalement fragile. Et on sait que les Américains se sont mêlés d'un certain nombre d'affaires, y compris donc sur ce Venezuela. Et nous savons que les Américains ont 4 sujets tabous. Et dès lors qu'un de ces sujets tabous venait à advenir, eh ben, ils s'en mêlent d'une façon directe ou indirecte, à savoir la drogue, c'est le cas avec l'affaire de la cocaïne. Le terrorisme, ce n'est toujours pas résolu. C'est toujours le cas en Algérie. On a vu ces derniers temps des policiers qui se sont fait, tuer. Il y a aussi ce qui concerne Israël, juste les deux derniers points. Israël, quand ça touche Israël, et quand ça touche la bombe atomique, nous l'avons vu avec l'affaire de l'Iran. Parmi ces 4 sujets qui sont des sujets tabous pour les Américains, on en a au moins 2 qui concernent l'Algérie. Donc il n'est pas du tout étonnant qu'ils y soient pour quelque chose dans ce qui se passe aujourd'hui au sein de l'armée, sachant qu'il ne s'agit pas d'une restructuration, comme le disent certains journalistes. Beaucoup parlent de purge plutôt. Oui, parce qu'une restructuration, ce serait... comment dire, une action globale et non pas au compte-gouttes, un général qui part, un autre qui revient, ainsi de suite. Donc on assiste, en tout cas aujourd'hui, plutôt à des actions qui n'ont rien à voir avec la restructuration, d'autant plus qu'il se passe des choses extrêmement importantes à nos frontières, à savoir qu'on envisage, d'après les informations que j'ai eues dans la presse, on envisage un déplacement du camp de Tindouf vers la Mauritanie, qui aurait des pourparlers aujourd'hui entre la Mauritanie et l'Algérie, et que le Maroc est en train de revenir au service militaire. Donc il y a en tout cas une tension dans la région dont on ne mesure pas les conséquences, sachant que si aujourd'hui l'Algérie vit du pétrole, le pétrole vit aujourd'hui de l'instabilité de certains pays, notamment, et j'en termine là, notamment la Libye, qui est dans le chaos, l'Arabie saoudite qui est en guerre. Sans ces 2 situations-là, le prix du pétrole s'effondrerait et l'Algérie s'effondrerait avec. Rachid Nakaz, dans le communiqué donc, diffusé par l'APS, on parle de contrôle médico périodique. Les Algériens se demandent, nous n'étions pas au courant de ces justement des visites périodiques. Et pourquoi ne pas les faire en Algérie si c'est juste pour aller voir un médecin? Pourquoi ne pas faire venir ce médecin? Je ne sais pas, des questions dans ce genre. Vous savez, la dernière fois que officiellement le président a fait une visite médicale périodique, c'était à Grenoble en novembre 2016 et j'étais présent. Et il y avait une panique générale des autorités françaises et algériennes parce qu'on c'était une visite annoncée? Non, pas du tout. D'accord. On l'a découvert après coup. Je ne vais pas répéter la même chose à chaque fois. Je crois qu'on a une présidence réelle et une présidence virtuelle. Le président Abdelaziz Bouteflika est mort depuis longtemps, sur le plan réel. Mais sur le plan virtuel, c'est-à-dire sur le plan politique, il existe encore. J'ai vu le communiqué de presse de la présidence, il est dit qu'il est resté 4 heures à Genève. Ce n'est pas sérieux. Ce n'est pas
sérieux. Donc je crois qu'il y a une panique générale aujourd'hui en Algérie. Oui. On essaye de montrer que le président n'est plus à la hauteur, que le président est absent alors qu'on a la crise du choléra, mais tout ça c'est faux. Ça fait partie d'un scénario algérien, des nouveaux détenteurs du pouvoir algérien. Et on ne va pas se voiler la face. Aujourd'hui, c'est l'armée qui a repris le pouvoir, et en l'occurrence, par le biais du vice-ministre de la Défense, M. Ahmed Gaïd Salah, qui aujourd'hui a changé le chef de la police, a changé le chef de la gendarmerie nationale, a changé l'ensemble des responsables des 6 régions militaires et même les responsables de sûreté au niveau des wilayas. Donc aujourd'hui, il y a une reprise en main claire et évidente par l'armée du pouvoir algérien, et on montre un président qui n'est plus à la hauteur des événements. Comment le peuple algérien peut croire que d'un côté le président est en visite médicale périodique à Genève et le même jour il change 3 hauts responsables de l'armée algérienne? Ce n'est pas sérieux, voilà, et ce n'est pas possible. Donc je crois que malheureusement, par rapport à l'histoire de l'Algérie, par rapport à l'histoire de la présidence algérienne, on essaye de montrer que le président virtuel algérien n'est plus à la hauteur des événements. Je suis Qui triste est en pour train l'Algérie. d'essayer de nous montrer ça? C'est évident, c'est l'armée algérienne. Ça dit Haja Baina. Mais l'armée dit que non, Khatena, on ne fait pas de politique. L'armée algérienne a repris le pouvoir en Algérie aujourd'hui, et il n'y a plus aucun pouvoir à le mordir. Le président virtuel... Quand vous dites l'armée, vous dites Gaïd Salah, c'est ça? Pas que lui. Mais en tout cas, officiellement, bien sûr que c'est lui. Il est vice-ministre de la Défense algérienne. Donc lui et l'ensemble des nouveaux dirigeants de l'armée algérienne ont repris aujourd'hui le pouvoir. Et le président Bouteflika n'a plus aucun pouvoir, ni lui, ni son frère. Ce que dit Rachid Nekaz est tout à fait cohérent dans la mesure où l'Algérie a suivi de très très près le système égyptien. On voit comment l'Égypte, effectivement, où l'armée a repris le pouvoir en main. Et il n'est pas Sur le président Morsi. Oui, tout à fait. Donc, c'est tout à fait cohérent et que l'Algérie suive à peu près le même modèle, d'autant plus... Qui marche. Non seulement il marche à l'intérieur, mais il marche aussi du point de vue on peut dire que le système algérien aussi, il marche. Non, mais ne soyez pas étonnés que dans les semaines à venir, nous apprenions officiellement la mort du président Bouteflika. Ne soyez pas étonnés que dans les semaines à venir, le fait qu'on ait fait faire un voyage officiel au président Bouteflika en Suisse, en pleine crise du choléra, c'est pour montrer que le président n'est plus à la hauteur. Vous savez qu'en Algérie, on n'aime pas ça. On n'aime pas voir le président. C'est pour le montrer de doigt au peuple, c'est ça? Dire que voilà votre président, c'est ça? Il n'est plus à la hauteur. La preuve, pourquoi la présidence a communiqué pour dire qu'il est parti en Suisse en pleine crise du choléra, qui touche de plus en plus de wilayas en Algérie? C'est pour lui donner une mauvaise image. Madame Zoubida Assoul, 56 ans après l'indépendance de l'Algérie, notre président donc part en Suisse pour se soigner ou pour des visites périodiques. Les Algériens se disent choqués. Est-ce vraiment grave? Écoutez, c'est grave, bien sûr que c'est grave, parce qu'au moment où les Algériens sont inquiets pour leur santé, au moment où les Algériens attendent des réponses des responsables politiques et en premier chef le chef de l'État, oui. Avant, moi je l'avais déjà dit lors des élections présidentielles de 2014, que le 4e mandat va bloquer l'Algérie. Effectivement, aujourd'hui, le temps m'a donné raison, c'est que le pays est bloqué et les gens se sont habitués plus ou moins à l'absence du chef de l'État, mais aujourd'hui nous avons un gouvernement qui est absent. Quand vous avez eu l'épidémie du choléra, nous avons assisté à un ministre de la Santé qui était totalement absent, et le jour où il a fait apparition, c'est juste pour nous dire que le chef de l'État l'appelait tous les jours. En tout cas, aujourd'hui, le communiqué de la présidence de la République dément totalement, nous montre à tous les Algériens que nous sommes, que le ministre de la Santé a menti aux Algériens, oui. Que tout le gouvernement ment aux Algériens. Les gens qui disent que le président a nommé, a dégommé, a mis fin et tout ça, aujourd'hui, avec ce communiqué-là, eux-mêmes, ils démentent ce qu'ils ont dit. Donc aujourd'hui, le chef de l'État est malade, il est en déplacement. Le deuxième mensonge, c'est qu'on dit pour des visites périodiques. Des visites périodiques, en tout cas,
nous, en tant qu'Algériens, on n'a pas pris connaissance. Auparavant, la présidence n'était pas du tout éloquente. On n'a pas entendu de communiqué qui parlait de visite périodique. Bien au contraire, on nous disait que l'état de santé du président s'améliorait, que peut-être même un jour, Ould Abbas disait, et il allait se remettre sur pied. Oui. Donc aujourd'hui, c'est la première fois qu'on communique. Et là, je rejoins un peu l'analyse de Sénéquez, de dire, s'il est parti en Suisse, c'est que quelque chose de grave s'est passé. Et c'est pour ça qu'on annonce. Voilà, qu'on l'a annoncé. On ne l'a pas annoncé comme ça. Si ce n'était pas quelque chose d'anormal, on ne l'aurait pas annoncé. Ça se serait passé sous silence, dans l'opacité la plus totale, comme c'est l'habitude de ce mode de gouvernance. En tout cas, aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que cet état de fait est la conséquence d'une non-gouvernance. Je ne peux même pas dire d'une mauvaise gouvernance, parce qu'il n'y a pas de gouvernance. Parce que quand vous êtes dans une situation où tous les pouvoirs sont centralisés entre les mains d'un chef de l'État, et que ce chef de l'État n'est pas en capacité d'assumer ses responsabilités constitutionnelles. Donc, à partir de là, tout est possible. On est dans un pouvoir opaque, on est dans un pouvoir informel, on peut même l'appeler ainsi. À côté de l'économie informelle, aujourd'hui, nous avons un pouvoir informel qui, lui, parle au nom du chef de l'État, décide au nom du chef de l'État, nomme au nom du chef de l'État. Et ça, c'est quelque chose de gravissime. Jamais, au grand jamais, l'Algérie n'a vécu une situation aussi désastreuse, non seulement sur le plan interne, mais sur le plan international. La crédibilité du pays vis-à-vis de ses partenaires, que ce soit en bilatéral ou en multilatéral, et ce n'est pas du tout dans l'intérêt de notre pays. Madame Zoubeda Absoul, on parle d'un éventuel Conseil des ministres, justement, demain, qui sera présidé par Bouteflika, par contre. Ben écoutez, on aurait aimé que ce Conseil des ministres se réunisse en extraordinaire pour faire face à l'épidémie du choléra, à nous annoncer des mesures, à rassurer les Algériens, à mettre en place une commission qui doit enquêter sur les raisons réelles de cette bactérie qui a quand même causé mort d'homme. Hein. C'est pas juste une épidémie où il n'y a pas eu mort. Il y a eu quand même des Algériens qui sont morts. Il y a des Algériens qui sont encore hospitalisés. On n'a pas vu une cellule de crise. On n'a pas vu une réunion du gouvernement en extraordinaire. On n'a pas vu Monsieur le ministre de la Santé rompre ses vacances et rentrer comme ça devrait l'être. Comme ce qui se passe dans tous les pays du monde, qui respectent leur population et qui se considèrent comme des gouvernements qui sont au service de leurs concitoyens. Ce n'est pas le cas, hélas. Maintenant, s'ils vont, comme d'habitude, nous faire un semblant de conseil, on va nous montrer des images fabriquées, ça ne nous étonne pas, tout est possible. Ouais. Merci. Restez avec nous, Madame Assoul. Hassan Hiraj, justement, le fait que le président part justement comme ça, quitte l'Algérie pour aller en Suisse pour se soigner ou pour des soins périodiques, ce qui est plus grave, justement, d'ailleurs, parce qu'on a toujours caché ceci, donc, au peuple. Comment on considère ce peuple, justement, aujourd'hui en Algérie? Il est quand même le plus intéressé, à premier rapport, quand même. C'est son président. Oui. Il a le droit de savoir, est-ce qu'il est malade, est-ce qu'il est là, est-ce qu'il parle, est-ce qu'il va sortir? Oui, le peuple algérien n'a jamais eu droit à avoir de l'information. Ce n'est pas nouveau. C'est vrai que ça s'est accéléré pendant la période Bouteflika, mais nous avons l'habitude, en tant qu'Algériens, de voir les décideurs décider, comme dit si bien Lounis Saïd Minglet, les décideurs qui décident, et pendant ce temps-là, nous, effectivement, on subit. Et ils se sont rassemblés. C'est sur nous qu'ils ont décidé, mais eux savent et nous, on ne sait pas. Bon, il y a ça, et puis bon, qu'il y ait Conseil des ministres ou pas, Hussein Gassmi, ça me fait un peu sourire parce que chacun sait ici autour de la table, et tous les Algériens savent que les ministres n'ont aucun pouvoir. Aucun ministre n'a aucun pouvoir. Il peut être dégommé du jour au lendemain pour rien du tout, parce que de toute façon, ils ne sont pas là avec une légitimité populaire, ils sont là par le fait du prince. On décide de mettre X à la place de Y, etc. C'est des chaises politiques, des chaises musicales.
Vous savez, pour continuer à l'analyse... Pour appliquer le programme du président. Mais quel programme? Il n'y a pas de programme. Il n'y a jamais eu de programme de Bouteflika. D'abord, il n'a pas de parti lui-même. Il a été invité à être président d'honneur du FLN, mais Bouteflika n'a pas de troupes derrière. Aujourd'hui, si aujourd'hui il se passe ce qui se passe, que des décisions se prennent en dehors de lui, c'est parce qu'il n'a pas de troupes derrière Bouteflika. Il est isolé. On l'a ramené des Émirats, on lui a dit, voilà, tu vas être président. Et puis, il a accepté. On a vu que des candidats sérieux se sont retirés parce qu'ils savent que c'était une farce électorale. Mais Bouteflika n'a jamais eu de troupes derrière lui. Il n'a jamais eu une légitimité populaire. Il a toujours obéi d'abord à Nasser, ensuite à Boumedienne, ensuite à Khaled Nazar et Tawfiq, aujourd'hui sans doute Gaïd Salah, ainsi de suite. Mais il n'a pas une assise populaire. Et on assiste, pour continuer l'analyse de Maître Zoubida Assoul, on assiste à un système schizophrénique. C'est-à-dire qu'on va élire un maire, mais c'est le chef de Daïra qui a le pouvoir. Oui, on va élire un président d'APO. Pardon? Depuis les élections avec le fils. Oui, non, depuis le changement des institutions avec Boumedienne. On a mis une APC, un président d'APC, mais c'est le chef de Daïra qui décide. On a une APOE, mais c'est le Wali qui décide. On a une assemblée nationale, mais c'est l'exécutif qui décide. On a un exécutif. En réalité, c'est des gens derrière qui décident. On a un président et c'est un cabinet noir qui décide. Donc c'est toujours opaque. C'est un système totalement schizophrénique et ça ne m'étonne pas. Effectivement, je crois que ce qui a été dit par Rachid Zenekaz et Maître Zoubida Assoul, c'est totalement éclairant. Que Bouteflika soit à Alger ou à Genève, rien ne change. Qu'un certain nombre de décideurs font absolument ce qu'ils veulent. Ils font la pluie et le beau temps. Et on est dans l'attentisme. C'est un peu le Titanic. Pendant que le bateau coule, l'orchestre continue de jouer. Comme disait Alain Barrière, ouais. Un homme s'est pendu à la branche, les oiseaux ont continué de chanter. Rachid Nekazi, il y a d'autres visions aussi. Il y a des gens qui disent que Bouteflika, justement, part pour se faire une petite beauté, disons-le ainsi, parce qu'il y a des visites, peut-être Merkel, peut-être Macron, je ne sais pas, qui s'apprêtent un petit peu à visiter l'Algérie en septembre, octobre, et d'autres aussi qui disent que non, c'est pour justement se faire une petite beauté, justement, pour pouvoir s'adresser au peuple algérien pendant 3 minutes et annoncer sa candidature. Ça reste des lectures de... Oui, bien sûr, vous savez, l'Algérie est devenue un roman aujourd'hui. Un roman, c'est quoi? C'est une histoire qui est inventée. On invente un président qui est présent, on invente un gouvernement qui est présent. Je ne sais pas si vous avez fait attention, mais le Premier ministre ne parle plus. D'habitude, il est très éloquent. Hein. Il parle beaucoup, le Premier ministre algérien, M. Ahmed Yahya. Là, il ne dit plus rien. Donc aujourd'hui, le jeu de façade est en train de Parce qu'il n'a pas quoi dire ou parce qu'il n'a pas l'autorisation de parler? Il n'a aucun pouvoir. M. Hassan Hiresh l'a dit très justement, il n'a aucun pouvoir. Ni le Premier ministre, ni le ministre de l'Intérieur, ni le ministre de la Santé, ni qui que ce soit en Algérie. Aujourd'hui, le pouvoir est entre les mains à 100% de l'armée algérienne. Je ne vous dis pas si c'est bien ou si c'est mal. En tout cas, c'est un fait. Et ce qui est intéressant, c'est que tous les généraux qui ont été, les nouveaux généraux qui ont été nommés, ont été décorés par le ministre, le vice-ministre de la Défense. Donc c'est un signe. Oui, mais la décision a été signée par Bouteflika. Vous croyez qu'on peut signer une décision à partir d'un congélateur? Soyons sérieux. Il n'y a plus de Bouteflika. Le Bouteflika réel est mort. Il reste le Bouteflika virtuel, c'est-à-dire le président officiel devant les gens. On fabrique des montages et on dit voilà, c'est le président qui est parti à Genève, le président qui est parti à Tahiti. C'est un cadre, qui circule partout. Tout à fait. Et ça marche, hein, ça marche. Hein. Il y a même des 15 partis qui ont appelé à voter pour M. Bouteflika, alors que M. Bouteflika n'a rien demandé du tout. Tout ça, c'est une mascarade et on ne va pas le redire à chaque fois. Je crois qu'aujourd'hui, il faut qu'on apporte des... Oui, il faut qu'on apporte des solutions au peuple algérien. Le hal, c'est quoi? Nous, on est contre la violence. Donc on va jouer avec le système imparfait des institutions algériennes. Il va y avoir des élections. Est-ce qu'il y a des institutions justement en Algérie aujourd'hui? Est-ce que les institutions sont respectées? Est-ce que les institutions en Algérie jouent leur rôle constitutionnel aujourd'hui? Non. On l'a vu avec le problème du choléra, ils ne sont pas là.
Oui. Aujourd'hui, la seule institution qui fonctionne en Algérie, c'est l'institution sécuritaire. Tout le reste, c'est la débandade totale. Et encore, elle Sécuritaire, fonctionne oui. pas au service des Algériens, voilà. au service de ceux qui... Il y a beaucoup de violence qui ont dans le la pouvoir. société, il y a des kidnappings, il y a des violences. Je parle de fonctionnement. Ouais. Le fonctionnement. Après, au service de qui, c'est Voilà. une autre question. C'est important de le dire aux téléspectateurs. Mais allez. Pourquoi? Parce que je le vis au quotidien. Vous savez, quand vous avez 15 policiers H24 devant la maison et que tous mes déplacements sont sous escorte et ils n'arrivent pas en retard, hein, les policiers. Ils sont à l'heure. Hein, ils sont à l'heure. Ça marche très très bien. Que ce soit police, DRS ou gendarmerie. Donc depuis 2013, je les connais parfaitement, les services de sécurité algériens. Donc je peux vous dire que ça marche très bien. La santé, ça ne marche pas du tout. L'éducation, ça ne marche pas du tout. La justice, ça ne marche pas du tout. Mais il y a quand même les institutions sécuritaires qui fonctionnent bien. Pourquoi? Parce qu'elles permettent de pérenniser le régime. C'est-à-dire tout ce qui permet à ce système, à ce régime d'exister et de perdurer fonctionne. Et comme vous le savez, les forces de sécurité sont la colonne vertébrale du système algérien aujourd'hui. Même la présidence virtuelle de M. Bouteflika, elle fonctionne. La preuve, demain, vous nous annoncez qu'il va y avoir un conseil des ministres. On sait que c'est complètement fabriqué, mais ça sera quand même, aux yeux de la communauté internationale et aux yeux de téléspectateurs, un conseil des ministres. Alors, pour venir à la solution, il va y avoir des élections imparfaites. Je dis bien imparfaites, en avril prochain. Il y a deux solutions. Ou bien on les boycotte. Et dans ce cas-là, le régime actuel va continuer, parce que lui, il est très content. Hein. On a vu le boycott de 99, le régime est toujours là. Et parce que c'est en vote, on peut changer les choses en Algérie? Il faut voter massivement, comme en 91. C'est-à-dire, s'il y a un vote relatif, rien ne changera. Mais s'il y a un vote massif, comme en décembre 91, il y a un espoir qu'il y ait un changement. Et moi, en tant que démocrate, en tant que citoyen algérien, en tant que pacifique, j'appelle les Algériens à prendre leur carte de vote entre le 1er et le 31 octobre prochain et j'appelle les Algériens à voter massivement en avril 2019 pour mettre fin pacifiquement et démocratiquement à ce régime corrompu, à ce régime qui est basé sur le mensonge et à ce régime qui a perdu le GPS de la réalité Sauf constitutionnelle. que, juste une phrase, si Oui. vous me permettez, sauf que Je vous en prie. M. Rachid Nekaz, vous n'êtes pas sans savoir que, quelle que soit l'issue du vote, les urnes ne sont pas respectées. C'est ça le Ça problème. dépend. Le résultat des urnes n'a jamais été respecté, Sauf en 91. lors même En 91, une fois. Une fois dans l'histoire de... si c'est arrivé une fois, ça peut Une arriver deux fois. Et j'en profite pour lancer Et- un appel à l'ensemble et de même là- l'opposition algérienne, à l'ensemble de Et même là, l'opposition c'est parce algérienne. que- Et je profite de Même Madame là, la c'est Présidente. parce oui. qu'ils l'ont décidé. D'ailleurs, ce n'est pas en 91, c'est en 90. 91. Élection 90 législative. au niveau, Oui, 10 et 11, oui. au niveau des municipales Oui. et des wilayas. Oui. C'est le seul vote dans toute l'histoire de l'Algérie qui a été plus ou moins correct. Alhamdoulilah. Parce qu'au niveau du sommet, ils l'ont décidé. Mais on a vu que 91, justement, ça n'a pas été respecté. Oui, voilà. 91. interrompu. Le fils Madame- a gagné, mais ils n'ont pas accepté. Donc je lance un appel, si vous Oui. permettez, Monsieur Ghasmi, à l'ensemble de l'opposition algérienne. Et je profite de la présence de Madame Zoubida Assoul pour qu'il y ait un ou une candidate unique de l'opposition pour ces élections présidentielles d'avril 2019. Et je suis prêt à soutenir cette ou ce candidat unique de l'opposition. Et je demande à l'ensemble de ceux qui ont à cœur l'intérêt de l'Algérie de mettre leur ego de côté et نديروا اليد في اليد باه نخرجوا هذا النظام فاسد واللي فشل باه الجزائر يكون عندها المستقبل مع الشعب الجزائري كمان. Madame Zoubida Assoul, êtes-vous d'accord que ce nizam, comme disait Rachid Nekaz, a fachil? Et quelle est la place du peuple algérien aujourd'hui, justement, l'élite, les partis politiques? Est-ce que vous y croyez vraiment aux élections présidentielles ou aux élections en Algérie aujourd'hui? Écoutez, quand on parle des élections, il faudrait qu'on parle objectivement Oui. des éléments qui nous permettent d'analyser et de dire est-ce que dans la situation actuelle de l'Algérie, en termes de fonctionnement des institutions, la situation du peuple algérien, ses attentes, sa démission totale de la politique, qui est la conséquence justement de cette non-gouvernance, et puis de ce totalitarisme qui l'a complètement empêché d'être partie prenante dans l'action politique, et aussi
la responsabilité de ce pouvoir qui a complètement clochardisé la scène politique et qui essaye par tous les moyens, malgré tout, de la discréditer, quel que soit l'effort qu'elle puisse faire. Donc aujourd'hui, quand on veut parler des élections, il faudrait qu'on mette sur la table l'ensemble de ces éléments-là et on va essayer d'analyser et de dire, y a-t-il possibilité, avec cette situation chaotique dans le pays, de faire vraiment des élections transparentes et objectives et crédible, voilà, où on respecte la volonté du peuple. Oui. Si on doit analyser les élections qui se sont passées depuis, disons, 2014 à ce jour, quand vous prenez les chiffres officiels, je ne parle pas des chiffres réels, parce qu'il y a une différence. Oui. Vous voyez que crescendo, de 2014 à 2018, quand il y a eu les dernières élections communales des APC, des APW et les législatives de 2018, il y a une régression dans le taux de participation des citoyens dans l'opération du vote, à travers les résultats qui ont été proclamés par le Conseil constitutionnel, qui a revu à la baisse les résultats qui ont été proclamés par le ministère de l'Intérieur. Donc, ces résultats-là, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent que presque 70% des Algériens, des électeurs et électrices, ont boycotté les élections. Il faut analyser politiquement cela. Mais Zoubida Assoul, est-ce que cela était vraiment une démission, comme vous le dites, du peuple, ou alors une décision politique du peuple? Allô? Zoubida Assoul, est-ce que cela justement était une démission du peuple, comme vous le dites, ou alors c'était une décision politique du peuple, une position politique? Excellente question. En fait, c'est les deux à la fois. Pourquoi? Parce que d'abord, le citoyen a compris que ce pouvoir ne le reconnaît pas comme partenaire dans l'action politique. Ça veut dire que si demain les Algériens vont décider de choisir des gens crédibles, des gens qu'ils choisissent, eux, pour les mettre, que ce soit au niveau des APC ou au niveau de l'Assemblée populaire nationale, au niveau du Sénat, leur volonté ne va pas être respectée parce qu'il y a d'autres critères de choix qui rentrent en considération dans l'opération, non seulement de choix au niveau des partis politiques, mais aussi dans l'opération électorale elle-même. N'oubliez pas que l'Algérie, c'est plus de 500 000 bureaux de vote. C'est pas rien du tout. L'Algérie, c'est un continent. Donc, si vous partez de cet élément qui est un élément objectif, vous allez vous rendre compte que les Algériens ont compris que le pouvoir ne veut pas qu'ils choisissent. Et que, à côté du pouvoir qui lui impose les gens qu'il veut, à travers l'administration, parce que les éléments déterminants dans l'opération de vote sont trois. Il y a l'administration, il y a shkara, c'est-à-dire l'argent sale, et il y a aussi un peu de aroshiya, parce qu'il profite de la naïveté, de la composition sociétale dans certaines régions dans notre pays. Et il profite aussi de l'ignorance que le pouvoir a tout fait pour justement marginaliser le peuple, pour faire une très mauvaise formation. Donc, جهل الشعب كما نقولوا احنا بالعربية جهلوا وكيعود الشعب جهل حتى الاختيار تاعو il n'est pas vraiment à la mesure ou à la hauteur de ses attentes. Madame Assoul, il y a un autre. De ce moment-là. Madame Assoul, il y a un autre élément peut-être, c'est que on ne doit pas l'oublier aussi, c'est que aujourd'hui le peuple algérien a perdu confiance justement dans son gouvernement. On l'a vu rien qu'avec cette histoire du choléra. Très bien, absolument. Mais justement, moi, quand je vous ai cité tous ces éléments qui sont déterminants dans l'opération de vote, c'est pour dire justement les 80%. Parce que la réalité, c'est plus de 80% des électeurs et électrices qui ont boycotté le vote. Bon, le pouvoir dit que 30 ou 35% ont voté. Mais on sait que ce n'est pas la réalité. Ils ont gonflé les chiffres. Absolument. Mais même en admettant que ce soit 30%, est-ce que un parti qui obtient les résultats ou, disons, la majorité qu'ils prétendent avec 1,5 million de votants sur 24 millions de votants, est-ce que vraiment il est représentatif? Bien sûr que non. Parce que la démocratie, ce n'est pas que des chiffres. C'est une représentativité, c'est une vision, c'est un programme, c'est une réponse aux attentes des citoyens. C'est comme ça, en tout cas, moi, en tant que politique, comment je vois les choses.
Maintenant, le citoyen, à partir de cela, il n'a plus confiance. Donc pourquoi voulez-vous? Qu'est-ce qui va changer? Et qu'est-ce qui a changé chez le citoyen algérien? Moi, je viens de rentrer. Aujourd'hui, quand vous m'avez appelé, je venais de rentrer de Batna. J'ai été à Batna pour rencontrer les gens, pour leur parler, pour les sensibiliser, pour la vision et l'alternative de Mouatana. Et croyez-moi, les gens, ce manque de confiance est toujours là. Cette appréhension est toujours là. Elle ne peut pas changer du jour au lendemain. C'est un travail qui demande du temps. C'est pourquoi nous, qu'est-ce que nous disons à Mouatana? La situation actuelle ne permettra jamais, ni sur le plan institutionnel, parce que les institutions sont dans une situation chaotique, c'est-à-dire il n'y a plus de gestion, c'est la débandade, c'est l'incompétence totale, c'est le délabrement des services publics, c'est la médiocrité qui règne. Aucun responsable ne peut prendre une responsabilité, et on l'a vu avec l'épidémie du choléra. Même au sein du gouvernement, le gouvernement n'a même pas pu mettre sur pied une commission d'enquête ou une cellule de crise qui va gérer, qui va enquêter et qui va nous rendre compte des résultats de cette enquête pour dire et pourtant, pour les rassurer. Et pourtant, dans ce genre de situation, Madame Assoul, il y a tout un protocole à respecter normalement. Pardon? Je disais que normalement, dans ce genre de situation, il y a un protocole à respecter. Mais bien sûr. C'est pour ça que je vous dis, quand Rachid Nekaz dit il faut aller voter, le citoyen, nous, on est en contact tous les jours. À l'inverse de ce pouvoir qui s'en fout de la population, nous, on essaye de sensibiliser parce qu'on est conscient des enjeux. Et donc, on est directement avec les citoyens, on explique. C'est ce que disait Rachid Nekaz aussi. On essaye de les écouter. Et bien justement, le citoyen est toujours dans cet état d'esprit de démission totale. Et quand il voit aujourd'hui qu'on lui dit, lui qui arrive à mourir par une épidémie du choléra, qu'on lui dit que le chef de l'État, le premier responsable qui a élu à la tête de l'État, il part se faire soigner à Genève ou à Paris, que sais-je. Ou à Grenoble. Qu'est-ce qu'il va penser, cet Algérien? Vous croyez qu'il va courir voter demain? Il ne va pas voter, cher Rachid Nekaz. Vous vous trompez. Il ne votera pas parce qu'il est dans un état de désespoir que ce n'est pas une décision, ce n'est pas un décret de dire aux gens, aux Algériens, venez voter. Restez avec nous, Madame Assoul. Restez avec nous, Rachid Nekaz. Vous n'êtes pas trop d'accord avec Madame Assoul? C'est ça la démocratie. Oui. Vous savez, Madame Assoul, il faut être très clair avec le peuple algérien, il faut lui donner de l'espoir. On ne va pas lui dire il est désespéré, on ne peut plus rien faire, ou daymallah. Non, il faut donner de l'espoir. On a un seul pays, on a bled wahda bark. وعندنا 40 مليون جزائريين راهم في البلاد راهم في 48 ولايه ما عندهم لا فيزا لا خدمه لا والو لازم نعطيهم الامال il faut de l'espoir qu'on le veuille ou non. Malgré l'imperfection des institutions algériennes, il faut dire aux Algériens nous avons un programme, nous avons un candidat unique pour un changement positif en Algérie en avril prochain, même si c'est imparfait. Et au passage, il n'y a pas 500 000 bureaux de vote, il y en a 60 000. Donc ça veut dire qu'il faut que l'opposition se mette d'accord pour surveiller ces 60 000 bureaux de vote et participer aux élections, même s'il y a du trafic, même s'il y a shkara, même s'il y a des problèmes. Ma'alish, regardez décembre 91, il y avait tous ces problèmes et malgré cela, un parti d'opposition a gagné les élections législatives. Il faut refaire la même chose en 2019, car je suis pour donner de l'espoir au peuple algérien. Et pour cela, il faut aller sur le terrain. C'est très bien ce que vous avez fait à Batna, Madame la Présidente. C'est très bien, un travail de terrain. Ils vont dans le 48 wilayas, dans les 1541 baladiyas pour redonner de l'espoir. On ne laisse pas parler ici. La preuve, elle a été. Madame Assoul a été Batna, il n'y a pas eu de problème, alhamdoulilah. Moi, il ne me laisse pas partir. Mais on la laisse partir, donc c'est bon signe. On va lui demander. Madame Assoul, on me dit qu'elle est en train de parler. Madame Assoul, vous voulez répondre à M. Nekaz? Oui, moi je n'ai pas dit d'abord que je dis aux Algériens il faut désespérer, bien au contraire. Vous pensez bien, un politique qui respecte ce peuple, il ne peut pas lui dire qu'il n'y a rien à faire. Au contraire, sinon on va faire un suicide collectif. Non, notre rôle en tant que politique, c'est de dire aux gens, non, on peut changer les choses. Sauf
que pour changer les choses, il faut que chacun de nous prenne ses responsabilités et que le citoyen soit partie prenante dans l'opération politique. Et c'est pourquoi nous, on a proposé dans l'initiative de Mouatana de dire que le citoyen doit être partie prenante parce que rien ne peut se faire, aucun changement, surtout un changement radical de ce système de fonctionnement qui a ruiné le pays, qui nous a menés à la faillite. Il faut le changer totalement et d'une manière définitive, c'est-à-dire c'est pas du bricolage qu'on doit faire. Restez avec nous, Madame Assoul. Une alternative qui dit on est prêt à parler même avec le pouvoir, à condition, quand on parle pas d'un individu ou de pouvoir. On se met d'accord sur une plateforme, une sortie de crise, avec une feuille de route qui va élaborer comment on va sortir de la crise, comment on va d'abord construire les institutions, comment on va élaborer une constitution consensuelle, comment on va construire l'état de droit, comment on va faire la séparation et l'équilibre des pouvoirs, comment on va laisser le président de la République juste comme un garant de la Constitution et qu'il soit le chef des armées, qu'il ne soit plus le ministre de la Défense, qu'il ne soit plus le président du Conseil supérieur de la magistrature, qu'il ne gère plus, qu'il y ait un chef du gouvernement issu de la majorité parlementaire et qu'on libère le pays dans toutes les initiatives. Il faut libérer le pays, il y a de la compétence. Restez avec nous, Madame Zobeda Assoul Hassan Hirash. Est-ce qu'on peut parler avec ce pouvoir, justement, un pouvoir quand même qui manque beaucoup de choses et à leur tête peut-être la légitimité populaire? Le problème, c'est que nous, on peut parler, mais le pouvoir ne veut pas parler. C'est-à-dire que c'est un dialogue de sourds. Effectivement, il y a une... Vous savez, il y a 3 forces politiques en présence, dont 2 ont les moyens et une autre n'en a pas du tout. La première, c'est celle qui gouverne aujourd'hui parce qu'elle utilise les casernes. C'est grâce aux casernes qu'elle tient le haut du pavé. La deuxième force politique, c'est celle qui utilise les mosquées. Et aujourd'hui, il y a une troisième force, c'est effectivement des Nekaz, c'est des Sofiane Djilali, c'est des Madame Assoul. Les partis politiques. Les partis politiques, la société civile, les associations, un certain nombre de syndicats, etc. Et ceux-là, malheureusement, sont totalement impuissants. Et accusés d'absence aussi. Pardon? Accusés d'absence aussi. Beaucoup de non, partis ils ne sont politiques. pas absents, on les empêche de parler. Il vient de nous raconter comment ça se passe quand il est chez lui en Algérie, comment il est surveillé. On empêche de se déplacer. Voilà, non mais il ne faut pas se faire d'illusions. S'il n'y avait pas aujourd'hui Al-Maghribiya, comment l'opposition pourrait de temps en temps dire son mot? Ce n'est pas possible. C'est totalement limité. Aujourd'hui, le peuple algérien est bâillonné, l'élite qui veut le changement est bâillonnée. C'était ma question justement prochaine, l'élite, Hassan Hirash, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Non, mais c'est juste pour dire qu'il n'y a pas de baguette magique, malheureusement. Quand on regarde ce qui s'est passé dans les pays qui sont comme les nôtres, les ex-pays de l'Union soviétique, un certain nombre de pays dits arabes autour de la Tunisie, l'Égypte, l'Irak, la Syrie, etc., etc. Un certain nombre de pays d'Afrique comme le Congo, comme le Zimbabwe, comme le Burkina Faso, comme le Mali, etc. Les seuls changements qui sont venus, c'est à partir des adolescents. Les adolescents, les jeunes adultes qui se sont révoltés, qui ont tout cassé et qui, effectivement, ont poussé les gouvernants à fuir, à prendre leurs valises. Et révolution Facebook aussi. Oui, non, mais le changement qu'il y a eu en Algérie, ça s'est passé comment? Ça s'est passé le 5 octobre avec la révolte des jeunes. Hassan Hirash, parlons quand même un peu de l'international, justement, des pays étrangers. Comment ils voient l'Algérie aujourd'hui? Est-ce que comme proie, est-ce que comme partenaire, la France surtout, les États-Unis? Aujourd'hui, l'Algérie est regardée d'une façon très simple. Les grandes puissances, et particulièrement l'Europe, se disent pourvu que ça reste comme ça et qu'il n'y ait pas le chaos à la libyenne ou à la moyenne orientale où on verrait des boot people, on verrait des millions d'Algériens déferler vers les pays voisins et notamment vers l'Europe. Donc aujourd'hui, nos partenaires marchent sur des œufs. Ils ne savent pas exactement ce qu'il faut faire.
il n'y aurait pas eu ce danger-là. Peut-être qu'ils pousseraient un peu comme ils le font au Congo, comme ils l'ont fait au Burkina Faso, comme ils l'ont fait au Zimbabwe. Ils pousseraient les dirigeants aujourd'hui à partir. Mais malheureusement, on ne sait pas trop ce qui peut advenir. Et donc, ils maintiennent un état des lieux. On sait très bien que tout le monde fait le même diagnostic, y compris les gens du régime, dès lors qu'ils sortent à la retraite. Mais personne, en tout Ici, cas, ne dira à Bouteflika, écoutez, vous êtes malade, il faut rentrer. Je sais pas. Non, impossible en tout cas. je ne crois malheureusement pas, parce qu'il faut reproduire le système, comme ça a été dit tout à l'heure. Et pour reproduire le système, eh ben, c'est le statu quo. Et on sait très bien, c'est mon dernier mot, même des officiers qui ont quitté les services de renseignement, qui ont quitté l'armée, ils font le même diagnostic que nous. Même de l'intérieur, ils voient que le verre est dans le fruit. Et donc, maintenir ce système, réanimer constamment ce système, c'est perpétuer le chaos qui est en train de se passer. Madame Zoubida Assoul, par rapport à cette question, justement, l'étranger, comment voit l'Algérie aujourd'hui? Une menace migratoire? Un partenaire? Des intérêts. C'est des gens pragmatiques. L'essentiel, c'est que leur intérêt soit préservé. Ils regardent l'Algérie, malheureusement, avec beaucoup de dédain, parce qu'ils savent que l'Algérie est affaiblie plus que jamais. Elle est affaiblie sur le plan diplomatique, parce que notre chef d'État, ça fait 5 ou 6 ans qu'il est absent à toutes les rencontres des chefs d'État à l'échelle internationale. L'Algérie est affaiblie parce qu'elle ne joue plus aucun rôle, y compris dans les pays qui sont limitrophes de ses frontières. Elle ne joue plus dans tout ce qui se passe dans le monde, donc sa position est vraiment très fragilisée. Elle est encore fragilisée davantage par sa situation interne. Parce qu'attention, les gens qui sont à l'extérieur nous regardent et vous disent « Qu'est-ce qui se passe ?» Vous avez des dirigeants qui ne sont pas au service de leurs concitoyens et qui violentent des politiques. Vous avez vu comment on a été, nous, traités par la police quand on a fait notre sit-in à Saïd Chouhada le 12 août. Donc la police là, et là je confirme ce que dit M. Nekez, pour nous les politiques ils sont très présents, alors qu'il y a beaucoup de choses à faire sur le plan de la lutte contre la criminalité, l'insécurité, les rapts, tout ce qui se passe, quoi, la criminalité en général, la délinquance, il y a beaucoup de choses à faire, mais ce qui est plus important, à mon sens, c'est surtout de faire le développement de manière à ce que nos jeunes puissent avoir de l'espoir dans leur pays et qu'ils n'aillent pas vers le harga dans les bateaux des Zodiacs, oui. Vous voyez? Donc aujourd'hui, les étrangers, si nous, en tant que nouvelle classe politique, nous présentons une feuille de route crédible, nous présentons quelque chose qui garantit les intérêts de nos partenaires sur une seule règle claire, c'est gagnant-gagnant. Mais nous, on n'accepte pas que les Français nous voient comme leurs subalternes ou que les Américains regardent comme des gens à leur service. Merci Madame Zoubida Assoul, merci pour avoir accepté notre invitation. À une prochaine fois, Inch'Allah. Je finis par Rachid Nekaz. Rachid Nekaz, justement, la France, comment on va regarder l'Algérie? Et est-ce qu'il y a vraiment un silence complice ou pas? Pour être clair, les partenaires étrangers de l'Algérie, que ce soit les États-Unis, la France, l'Angleterre, l'Italie, l'Espagne, la Russie et la Chine, veulent la continuité du régime. Car ce régime-là lui garantit leurs intérêts pétroliers et gaziers. Mais Macron, ce n'est plus Hollande. C'est kiff-kiff. Macron veut la stabilité du régime algérien. Car il ne veut pas avoir, comme l'a dit M. Hiresh, 200, 300, 1 million d'Algériens qui vont aller dans les bateaux en Espagne, en France, en Italie. Donc il veut la continuité du régime. Mais le peuple algérien, il ne veut pas la continuité du régime. Le chab jazair a baghi taghyir. Et je vous donne un exemple. Regardez où sera bin Turquie et l'Amérique. Quand la monnaie, يعني القيمة الدرهم تاع تركيا هبطت 50%. واش دار اردوغان؟ اردوغان قبض الطياره تاعو راح لقطر وتفاهم مع الامير تاع قطر وطالو 15 مليار دولار. Il lui a garanti 15 milliards de dollars pour sécuriser la livre turque et stabiliser l'économie turque. Il faut des hommes. إلا قلنا الرئيس واقف هكا كي تكون أزمة الرئيس تاعنا يقبض الطيارة تاعو يروح لبلاصة
يعني المناسبة باه يسقم أو السياسة أو الاقتصاد تاع بلاده. Aujourd'hui, c'est ça qui nous manque en Algérie. Il nous faut un président ou une présidente forte pour garantir les intérêts souverains de l'Algérie. Merci Rachid Nekaz, merci Hassan Hiraj, merci Zoubida Assoul, merci à vous toutes et à tous. À une prochaine fois, Inch'Allah. Au revoir.